Bonjour, bienvenue sur DigiSchool pour cette deuxième série de corrigés pour la série des ES. Alors, vous êtes tombé sur deux sujets. Toute vérité est-elle définitive? Premier sujet, un petit peu difficile. Deuxième sujet, peut-on être insensible à l'art? Simple, plutôt simple pour vous. Et ensuite, un texte qui portait essentiellement sur tout le débat entre déterminisme et liberté. D'accord? Donc, on va regarder ensemble une proposition, parce qu'évidemment, il y en a d'autres possibles, d'accord? On aurait pu faire d'autres plans. On va regarder ensemble le corrigé du premier sujet. Toute vérité est-elle définitive? Déjà, qu'est-ce qu'il fallait absolument comprendre? Il fallait que vous voyiez, que vous mettiez en scène, parce que ça, quel que soit le plan que vous avez fait, ça va être assez déterminant dans votre note, voire même carrément déterminant. Il fallait comprendre qu'il y avait un problème. Pourquoi il y a un problème? Parce qu'à la fois, on a des vérités comme 2 plus 2 égale 4 qui sont là depuis la nuit des temps, ou alors un angle droit égale 90 degrés qui sont là depuis la nuit des temps. Et on a des vérités qui semblent évoluer. Typiquement, là, ce que je vous ai mis, l'exemple, c'était héliocentrisme, géocentrisme. D'accord? Jusqu'à Galilée, même s'il y a déjà des savants qui s'en étaient un petit peu inquiétés avant, on était persuadés que c'était la Terre qui était au centre du système solaire, d'accord? Enfin, au centre de l'univers. Et avec Galilée, on va dire, non, mais en fait, c'est pas du tout la Terre, la Terre tourne autour du Soleil. C'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, c'est pas l'inverse, d'accord? Donc, clairement là, on a, si vous voulez, un petit peu une illustration d'une vérité qui semblerait avoir évolué. Alors que d'autres, 2 plus 2 égale 4, ne bougent pas. Donc la question, c'est de savoir, toute vérité est-elle définitive? Toute vérité est-elle définitive? Est-ce qu'elle peut évoluer dans le temps? Déjà, il fallait savoir ce que c'était qu'une vérité. Évidemment qu'on va se pencher sur la question de savoir quelle est la définition de la vérité. Ensuite, pourquoi est-ce que la vérité serait définitive? Parce que si on regarde bien, il n'y a pas grand-chose qui a l'air définitif sur cette planète, d'accord? À commencer par nous. Et ensuite, on verra ensemble que finalement, ce n'est pas la vérité qui change, c'est notre connaissance de la vérité qui évolue, d'accord? Alors, la première proposition de plan, comme d'habitude, définition du terme important. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, ça, il fallait absolument le dire, et c'est vrai que ça pourrait vous coûter quelques points si vous ne l'avez pas dit. Maintenant, ça dépend de la formulation, évidemment, mais il fallait expliquer que la vérité, c'est d'abord une relation. C'est une relation entre mon intelligence et le réel, d'accord? Et je suis dans le vrai quand ce que je pense et ce qui est, c'est la même chose. Parce que si je me dis ceci est un violoncelle, clairement, je suis dans l'erreur, d'accord? Alors que si je me dis, tiens, c'est la fiche où il écrit un sujet de philo, je suis dans le réel. Bon, je vous donne un exemple hyper caricatural, mais c'était pour vous expliquer. Donc, il fallait vraiment souligner ça. La vérité, c'est d'abord une relation entre le réel et mon intelligence. Le problème, c'est que le réel est complexe, très complexe. Donc, il est évident que la vérité, ça va être... ça va être difficile d'y accéder parce qu'il y a une complexité et que pour nous, parfois, elle est déroutante. On reviendra dessus. Deuxième chose, il fallait expliquer que la vérité, c'est vraiment une nécessité. C'est une nécessité d'ordre théorique, d'accord, au niveau de la pensée, et aussi d'ordre pratique. Typiquement, comment je peux prétendre rendre la justice dans la société si je ne sais pas ce qu'est la justice? Si je n'ai pas un critère vrai de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste, d'accord? Pareil, dans la vie de tous les jours, on va dire que si on vous donne un horaire, voilà, l'horaire pour passer vos examens, c'est 12h45, et qu'en fait, vous avez retenu 11h45, vous êtes dans l'erreur, d'accord? Puisque le réel et ce que vous pensez sont différents. Et typiquement, ce qui va se passer si vous êtes dans l'erreur, c'est que votre action ne va pas être adéquate au réel. Donc, on a absolument besoin de la vérité. C'est vrai en sciences, c'est vrai pour des questions morales comme la justice. On a absolument besoin de la vérité pour agir efficacement sur le réel. Et même pour penser, au niveau de la pensée, pour penser bien, et au niveau des actions, pour agir de manière pertinente et efficace. Parce que sinon, tout ce qu'on pourra essayer ne produira rien. Si je ne sais pas ce que c'est concrètement l'électricité, je ne pourrai jamais monter un circuit électrique. Alors, ensuite, on va donner des arguments contraires. Il ne semble pas y avoir de vérité définitive possible. Là, on va piocher dans l'histoire de la philosophie, tout simplement. On va commencer par parler des sceptiques. Alors, les sceptiques, eux, ils vont plus loin qu'il n'y a pas de vérité définitive. Pour eux, il n'y a pas de vérité du tout. D'accord? C'est impossible. Pour plein de raisons différentes. D'abord, il y a tellement de
premier argument, il y a tellement de... Enfin, premier, c'est pas le premier, mais il y en a plein. Un des arguments parmi les autres. Il y a tellement d'options possibles pour expliquer le monde que finalement, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas pourquoi il y en aura une qui serait plus vraie qu'une autre. Deuxième chose, finalement, nos sens nous trompent. Donc même au niveau sensoriel, j'ai pas de certitude. Et enfin, ils vont reprendre une thèse qui a une forme d'autonomie, c'est ce qu'on appelle le relativisme. Finalement, la vérité dépend de chacun. La vérité, c'est relatif à ce que je pense moi, d'accord? C'est ce que disait Protagoras, l'homme est la mesure de toute chose. Finalement, la vérité, définitive, ça risque pas, puisque ça change d'une personne à l'autre. Et en plus, déjà, selon le discours sceptique, il faudrait être certain qu'il y a une vérité. Bon, il est évident que le discours sceptique, on peut déjà commencer à y répondre. On ne peut pas vivre dans un scepticisme absolu. D'accord? C'est intenable. Déjà parce que dire il n'y a pas de vérité, c'en est une. Donc il y a déjà un problème au niveau, on va dire, théorique. Ensuite, deuxième argument qu'on pouvait utiliser, c'était de dire finalement, il n'y a pas de vérité définitive. Et la preuve, c'est que l'histoire regorge d'exemples problématiques. Je vous disais héliocentrisme, géocentrisme. Mais on pourrait prendre plein d'autres trucs. Par exemple, la thèse des animaux-machines de Descartes. Descartes est persuadé qu'un animal, finalement, c'est juste une machine un peu plus évoluée. Bon, maintenant, avec pour nous toutes les avancées de ce qu'on appelle l'éthologie, d'accord? L'éthologie, c'est la science du comportement des animaux. On sait très bien que les animaux ressentent des émotions, d'accord? Qu'ils ne sont pas une machine. Donc, c'était les deux arguments pour dire, finalement, vérité définitive, pas évident. Mais on va répondre. On va répondre. Parce que finalement, ce qui change, en fait, c'est pas la vérité, c'est ma connaissance de la vérité. La vérité, on a dit tout à l'heure, c'est une relation entre mon intelligence et le réel, d'accord? Sauf qu'on a aussi précisé que le réel était hyper complexe. Ce qu'on appelle complexe, c'est un ensemble, d'accord, un ensemble dont les parties entretiennent entre elles des relations, on va dire, compliquées, diverses, difficiles à saisir, difficiles à comprendre. Pour nous, le réel, c'est une vraie source de questionnement. Et même si finalement c'est un peu le projet de Descartes quand même, quand il dit il faut se rendre maître et possesseur de la nature, c'est très difficile pour nous de connaître absolument tout le réel. Donc, prétendre arriver à une vérité absolue et définitive, c'est quand même hyper prétentieux. Pourtant, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Ça veut peut-être juste dire que pour nous, c'est un cheminement. Et ce cheminement, c'est l'idée, d'accord, de Platon, avec l'allégorie de la caverne, et aussi avec la dialectique, d'accord? Et c'est aussi un petit peu ce qu'avait pressenti Descartes quand il dit qu'il faut qu'on trouve une méthode qui nous fera arriver à cette certitude qu'on trouve dans les maths, d'accord, qui nous fera arriver à cette vérité. Donc, comme le réel est complexe pour nous, ça demande un vrai effort. Et encore une fois, là, je vous répète, ce n'est pas la vérité qui change, c'est la connaissance qu'on en a, que l'on va avoir du réel, d'accord, qui nous fera dire, on pensait que cette connaissance était vraie, il s'avère que à la suite d'études, à la suite d'efforts, à la suite de, on va dire, travaux, cette connaissance s'avère erronée. Petit b, oui, en fait, c'est ce que je viens de vous dire. En fait, finalement, on insiste encore sur l'idée que la vérité n'est pas changeante, d'accord? La vérité, on dit qu'elle est une et immuable. Ça veut dire que si une chose est vraie, son contraire est obligatoirement faux. Et elle est immuable parce que ce qui est vrai dans un temps donné reste vrai dans ce temps donné. D'accord? Mais voilà, encore une fois, la complexité du réel nous fait dire que il est très difficile pour l'homme d'accéder à une vérité définitive. Non seulement c'est difficile, mais en plus il y a énormément d'embûches semées sur la route. Parce que je peux très bien avoir intérêt à ce qu'une vérité, à ce que quelque chose soit considéré comme vrai, pour prendre l'ascendant politique sur quelqu'un, pour prendre l'ascendant religieux, pour prendre énormément de choses. D'accord? Voilà, c'est à peu près ce qu'il fallait dire. Qu'est-ce que la vérité? Pourquoi est-ce que la réponse à la question n'est pas évidente? Dans l'histoire de la philosophie, parce qu'on a vu, il y a eu plein d'options. Et ensuite, en fait, finalement, ce n'est pas la réalité qui n'est pas définitive. Ce n'est pas la vérité qui n'est pas définitive, c'est la connaissance que j'en ai. Parce que de toute façon, je ne peux pas détacher la vérité de la connaissance du réel. Donc à partir de là, ma connaissance du réel va être déterminante dans le fait d'arriver à une vérité. Et ensuite, je pense qu'il fallait faire une ouverture. Je pense pas, je suis même sûre. Il fallait faire une ouverture
dans la conclusion, il fallait faire une ouverture sur la connaissance. Parce que c'est évident que la manière grâce à laquelle on arrive à la vérité, c'est la connaissance. Et la nature de la connaissance, les conditions d'une bonne connaissance, ça a été un des problèmes centraux de l'histoire de la philosophie. Voilà. Encore une fois, c'est une proposition de correction. Les éléments qui ne vont pas changer d'un plan à l'autre, c'était qu'il fallait voir que la réponse n'était pas évidente, d'accord? Qu'il fallait faire la distinction entre la connaissance et la vérité en expliquant le lien. Et je pense que si vous avez fait une allusion à l'allégorie de la caverne de Platon, c'est un plus. Et même finalement à la tentative de Descartes de trouver un moyen d'accéder à une vérité définitive. Parce que Descartes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il a tout à fait conscience que sans vérité, bah, c'est très difficile d'agir. C'est pour ça qu'il va fonder une morale provisoire. Allez, deuxième sujet, vraiment, alors là, celui-là, il était assez simple. Peut-on être insensible à l'art? Peut-on être insensible à l'art? Il y a deux sens à peut-on, vous l'avez sans doute vu pendant toute l'année. Peut-on, a-t-on la capacité humaine d'être insensible à l'art? Et le deuxième sens, c'était, est-ce légitime d'être insensible à l'art? Et on va voir que dans un cas comme dans l'autre, la réponse c'est non. Enfin, c'est non. Si je peux être insensible à l'art, si par exemple je suis sourd, bah, je suis insensible à la musique parce que je n'ai pas les moyens d'y accéder. Mais je ne peux pas... A priori, comme je suis un être, on va dire, émotionnel, sensoriel, etc., l'art va forcément ne pas me laisser de marbre, d'accord? Va forcément provoquer en moi des sensations, d'accord? Va activer le sensible, soit de rejet, soit au contraire on va dire, de désir, mais je ne peux pas rester insensible à l'art. Et deuxième chose, ce n'est pas légitime de rester insensible à l'art. Et on va voir pourquoi. La question, c'est de savoir, finalement, qu'est-ce que l'art nous apporterait dont on a tellement besoin qu'il serait illégitime de ne pas s'y intéresser? Bah, c'est très simple. L'art nous apporte deux choses. Disons qu'au point de vue individuel, l'art nous fait goûter à ce dont on aspire, c'est à savoir le beau. D'accord? Il nous fait aspirer au beau, il nous fait goûter au beau. Et il nous permet d'exprimer nos émotions. La musique, c'est le meilleur des exemples. Mais en même temps, d'un point de vue collectif, j'ai absolument besoin de l'art parce que l'art, c'est comme la culture, c'est un des éléments qui soude la société. D'accord? Tout le monde, on va dire, tous les Français sont attachés à Notre-Dame de Paris, même si on ne l'a pas visité des millions de fois. Mais c'est juste que c'est quelque chose qui représente notre culture. C'est pareil pour la Tour Eiffel, c'est pareil. C'est quelque chose qui qui raconte notre histoire, notre identité, etc., etc. D'accord? Et c'est pas, on va dire, c'est pas anodin que ce soit un des premiers monuments visités au monde, parce que ça dit quelque chose. Et en plus, l'autre chose que ça nous dit, c'est que l'homme aspire vraiment à voir quelque chose de tellement beau que ça le transcende. Alors, qu'est-ce qu'on proposait comme introduction, pardon. On proposait de l'accroche. Finalement, je peux être insensible à l'art parce que l'art est complètement, on va dire, inadéquate pour régler des problèmes comme des conflits militaires, des famines, des crises, etc., etc. À la limite, même pour régler certaines maladies. Au niveau de l'individu, il y a peut-être juste quand je suis déprimée, à la limite, que l'art, ça peut me faire du bien parce qu'on sait que l'expression, par exemple, le dessin, ou on sait qu'il y a une thérapie par l'art. Mais c'est vraiment le cas, on va dire, le seul cas qui nous vient en tête. La plupart du temps, l'art ne nous sert à rien. Pourtant, on en a besoin. On en a besoin pour être heureux parce qu'en fait, on a besoin du beau. C'est la phrase de Maslow qui dit « L'homme a autant besoin de la beauté que de se nourrir. » D'accord? C'est pareil, on sait aussi, il y a des études qui montrent que quand l'urbanisme est mal fait et qu'on vit dans un quartier qui est assez laid, et la violence, d'accord, le taux de violence à l'intérieur explose. Donc, goûter à la beauté et trouver le moyen d'exprimer ses émotions. Voilà pourquoi je ne peux pas légitimement, et même on va dire en capacité, je ne peux pas être insensible à l'art. Reprise du sujet, donc peut-on être insensible à l'art? Annonce de la problématique, l'enjeu de la question sera de savoir s'il est possible d'être insensible à l'art et même si cela est légitime. Et on va détailler un petit peu notre problématique, d'accord? En effet, l'art étant une des dimensions de la culture, il joue forcément un rôle à part entière du point de vue individuel comme social, exactement comme la culture. Le plan qui était proposé, c'était comme d'habitude, grand 1, je vais définir le terme important. Qu'est-ce que l'art? Qu'est-ce que l'art? L'art, c'est une activité humaine
qui vise le beau et l'harmonie, d'accord? Évidemment, ça c'est plutôt dans l'art classique. Vous pouviez ici faire la distinction entre art classique, art on va dire contemporain. L'art contemporain, il va accentuer sur autre chose, d'accord? Pas forcément le beau, parce que c'est pas ce qu'il recherche. Il va accentuer sur autre chose, il va accentuer sur un des 3 critères de l'œuvre d'art, d'accord? Dans notre petit b, c'est ce qu'on va dire. 3 critères de l'œuvre d'art. Elle est destinée à être contemplée, ça veut dire qu'elle ne sert à rien. Elle n'est pas destinée à être utilisée, elle doit être contemplée. On la regarde pour elle-même, on écoute de la musique pour elle-même. Elle délivre un message. Elle délivre un message et ça, c'est là où l'art contemporain va vraiment, on va dire, accentuer. Lui, ça va être sa priorité, c'est le message qui est derrière. Et ensuite, elle recherche le beau. Et ça, c'est plutôt l'art classique, d'accord? Donc voilà, on a dit, c'est une activité humaine qui fait partie de la culture, on en trouve dans toutes les sociétés. Et en même temps, elle a 3 critères. Petit 2, il semble, on va prendre les contre-arguments, d'accord? Il semble que je puisse être insensible à l'art. Déjà, grand 1, parce que si je n'ai pas été élevée à trouver du plaisir dans, je ne sais pas moi, et même à comprendre les œuvres, parce que la peinture, des fois, il faut décoder un tableau, il faut savoir à quelle période il appartient, il faut savoir ce que ça représente. Si j'ai jamais été élevée à ça, je vais avoir du mal à trouver un intérêt, d'accord, à l'art. Deuxième chose, je peux aussi être en situation de handicap, on va dire physique. Si je suis aveugle ou que je suis sourd, j'ai du mal à prendre plaisir à la peinture ou à la musique, d'accord? Ensuite, autre chose, clairement, on peut reprocher aujourd'hui, dans notre contexte à nous, à l'art d'être juste un produit de consommation. Parce que finalement, dans le capitalisme, on va dire, ambiant, l'art, c'est juste une bonne planque où j'investis, d'accord? Et point. Je ne cherche pas l'art pour lui-même, je cherche l'art en tant qu'il me rapporte des sous. Donc, il y a peut-être quelque part ici aussi un des reproches qu'on peut faire à l'art, c'est que c'est devenu un produit de consommation comme un autre. Et enfin, l'argument qu'on avait tout à l'heure, l'art, finalement, pour tout ce qui est de l'ordre, on va dire, du concret matériel utile, il ne peut pas nous aider pour grand-chose, d'accord? Il n'a jamais résolu une épidémie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est des arguments qu'on peut prendre. Évidemment, c'est caricatural, mais c'est pour montrer qu'on a envisagé tous les points de vue du problème. Et enfin, on va dépasser ces arguments parce qu'on va dire, oui, c'est vrai, alors aujourd'hui, l'art est plus forcément utilisé pour lui-même, à savoir pour être contemplé, c'est plutôt une source de revenus, d'accord? Et pourtant, on en a absolument besoin. Je ne peux pas légitimement rester insensible à l'art parce que du point de vue individuel, moi j'en ai besoin. J'en ai besoin parce que ça me permet d'exprimer ce que je suis, ma personnalité profonde. L'art est un langage, d'accord? Il nous permet de nous dire. Et du point de vue social, parce que la culture et donc l'art sont au fondement de ce qu'on va dire la cohésion nationale et d'une certaine forme de stabilité sociale, d'accord? L'art nous permet de communier entre guillemets aux mêmes valeurs. C'est pour ça qu'on se retrouve autour du chant comme la Marseillaise, etc. C'est vraiment un rassembleur entre guillemets. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les armées qui ont été conquérantes ont commencé par piller ou détruire l'art du pays dans lequel elles étaient en train d'exercer leur conquête. Parce qu'en fait, toucher à l'art d'une population, d'une civilisation, c'est l'affaiblir. D'accord? C'est déjà affaiblir son ennemi. Donc, en fait, quel que soit le point de vue sous lequel on envisage, nous avons absolument besoin de l'art et on ne peut pas légitimement y rester insensible. Et la conclusion qu'on va proposer par rapport à ça, c'est que comme ça paraît illégitime et même peu probable après au niveau, on va dire, humain, l'ouverture qu'on va proposer, c'est que finalement, l'homme politique qui, lui, a la responsabilité de la société, doit absolument prendre en compte cet aspect hyper important de la vie humaine qu'est l'art, d'accord? Il doit prendre en compte parce que l'individu en a besoin, mais aussi parce que ça permet la cohésion sociale, d'accord? Et tout ce qui permet la cohésion sociale est facteur de stabilité. Donc, ouverture sur, finalement, l'homme politique devrait promouvoir la production artistique, d'accord? Et permettre à tous d'en bénéficier, permettre à tous d'avoir une vraie culture artistique. Voilà pour le deuxième sujet, qui était assez simple, d'accord? Vraiment, je pense que le premier était plus difficile. Et ensuite, le texte. Alors, le texte, c'est pareil, c'était pas très compliqué. Si vous aviez vu que là, c'était tout un, comment on va dire, une espèce de bataille entre le concept de déterminisme et de liberté, d'accord? Dans le texte, que nous dit Émile Durkheim? Il nous dit, en fait, c'est très simple,
l'autorité morale produit en nous un effet qui est de faire qu'on va obéir. Pourquoi ça produit ça? Quels sont ces arguments? Le premier argument, c'est l'argument qu'on appelle, enfin qu'on pourrait appeler, là je l'ai appelé comme ça, mais on pourrait dire autre chose, l'émotion individuelle. La personne qui représente l'autorité morale, c'est lui qui le dit, déclenche en nous une énergie psychique qui nous fait obéir. C'est même pas qu'on a pris le temps, et encore une fois c'est lui qui le souligne, c'est même pas qu'on a pris le temps d'analyser ce qu'elle nous disait, de voir le pour, le contre, c'est que comme c'est elle l'autorité morale, justement on va dire la particularité de l'autorité morale, c'est de déclencher chez nous un déterminisme qui fait qu'on va obéir, qui fait plier notre volonté, d'accord? Nous sommes, et c'est finalement au fond la thèse, nous sommes déterminés à agir comme cela face à l'autorité morale. On enclenche le déterminisme du respect. Et son argument 2, c'est de dire, bah, finalement j'en veux pour preuve que tous ceux qui commandent utilisent justement les formes les plus... Enfin, essayent de susciter chez la personne sur laquelle ils commandent ce même mécanisme du respect. Sans chercher, enfin je veux dire, en s'évitant ainsi toute forme de délibération de la personne qui doivent faire obéir. Ok? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Après, conclusion. Finalement, enfin, conclusion. Argument 3, l'ascendant moral consiste justement, d'accord? L'ascendant moral consiste justement à avoir la capacité de susciter chez quelqu'un ce déterminisme qui va faire qu'il va obéir par respect sans même se poser la question de savoir si ce qu'on lui dit c'est bien ou mal, si ça l'intéresse ou si ça ne l'intéresse pas. D'accord? C'est tout son développement pour dire quoi? Pour dire bah, finalement, en fait, les règles sociales sont accompagnées de ce respect et ça permet que tous les membres y obéissent, enfin on va dire, soit voilà, le respect accompagne les règles sociales parce que cela structure et détermine les manières d'agir des membres de la société. Ok. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que là, il nous fait une brillante démonstration, d'accord, de dire, bah, c'est vrai, en fait. Concrètement, n'importe qui dans la vie de tous les jours peut ressentir ce que ça fait d'avoir quelqu'un qui a l'ascendant moral sur soi, d'accord, de craindre quelqu'un moralement, pas physiquement, mais moralement, de se dire, bon, celui-là, je vais pas trop le chercher parce que ça va être compliqué sinon. Ça, c'est une expérience qu'on fait tous les jours. Maintenant, est-ce que je peux affirmer, comme Émile Durkheim, que c'est un déterminisme? Un déterminisme, c'est quelque chose contre lequel je ne peux pas aller dans la définition des termes, d'accord? C'est-à-dire que je n'ai pas la liberté de faire autrement que de suivre d'obéir, parce qu'en fait, le respect déclenche chez moi une énergie psychique qui fait que je me soumets, quel que soit ce qu'on me dise, d'accord? Est-ce que vraiment je peux soutenir avec Durkheim que je suis déterminée? Parce que si je soutiens ça, la conclusion directe, c'est de dire je n'ai pas de liberté. Finalement, je n'ai pas de liberté. Je suis juste déterminée à obéir à quelqu'un qui, sur moi, a un ascendant psychique. Donc, les problèmes posés par ce texte, c'est déjà, la liberté a disparu. Et comme la liberté a disparu, c'est un peu logique, puisque Durkheim dit toujours dit régulièrement à plusieurs endroits, il dit en fait, nous suivons ses avis non parce qu'il semble sage, mais parce qu'à l'idée que nous nous faisons de cette personne, une énergie psychique d'un certain genre est immanente, ça veut dire intérieure, qui fait plier notre volonté. Il est en train de nous dire, finalement, c'est pas parce que j'ai étudié de manière rationnelle et critique ces arguments que j'obéis, mais juste parce que son autorité sur moi a déclenché une énergie intérieure qui fait que je me soumets. Mais c'est très problématique parce que l'humain garde la capacité de raison. Et même si c'est vrai que quand une personne a l'ascendant moral sur nous, ce qui peut virer à la manipulation, on a du mal à être critique, on a du mal à se dire attends, qu'est-ce qu'elle me dit? Normalement, dans un cas normal, quand quelqu'un, même un supérieur, nous donne un ordre, on a largement la capacité de l'analyser, de le raisonner, de se dire alors attends, il me demande ça pour le but, parce que ça a tel but, etc. etc. C'est même pire que ça, c'est que les ordres qui nous semblent insensés, c'est-à-dire privés de sens, nous énervent au plus haut degré. Pour un homme, c'est très difficile d'accepter la loi pour la loi, d'accord? Il faut lui donner une loi, il faut donner une raison d'agir comme ça, parce qu'en fait, l'homme n'est pas une machine, donc il ne peut pas se contenter de dire oui, je vais faire comme ça parce que c'est la loi, d'accord? Donc,
là, ici, il fallait voir ces différentes strates d'argumentation, d'accord, de dire, bah, en fait, finalement, nous sommes déterminés par le respect, nous sommes déterminés à faire ce qu'on nous dit, d'accord, par le processus du respect, par le déterminisme, on va dire, de quelqu'un qui aurait pris l'ascendant moral, donc qui arriverait à déclencher chez nous ce déterminisme. Et il fallait aussi discuter le texte, donc dire, ben, un texte comme ça pose le problème de la rationalité de l'homme, parce qu'en fait, on exerce notre rationalité quand même sur tout, pose le problème de la liberté, pose aussi le problème de la prise de conscience, parce que quelqu'un qui a un ascendant moral sur moi, ou quelqu'un qui va utiliser, parce que c'est ce qu'il dit, qui va utiliser les formes extérieures du pouvoir, à savoir des ordres secs et tranchants, comme il dit, je peux très bien prendre conscience du fait que, par exemple, cette personne, en fait, c'est juste un peu un personnage qu'elle joue, mais au fond, elle n'est pas comme ça. Et puis sinon, je peux très bien prendre conscience aussi que même si elle a ses particularités, d'accord, même si elle a une voix très forte, même si elle me donne des ordres très durs, je peux ne pas lui obéir. En fait, si on regarde ça un petit peu à l'aune du XXe siècle, finalement, on pourrait se dire que Émile Durkheim avait un petit peu raison, parce que quand vous voyez quelqu'un comme Hitler qui arrive à être élu, qui est hyper charismatique, typiquement, c'est évident qu'il a l'ascendant sur les gens, auxquels il s'adresse, etc. C'est une évidence. Maintenant, ce qu'oublie de dire Émile Durkheim, c'est qu'on peut très bien prendre conscience de la vérité du personnage comme de ses idées. La preuve, tous les Allemands n'ont pas été des nazis, d'accord? Il y a eu énormément de gens qui ont dit « Oula, attends, oui, c'est vrai, on a pris une grosse claque à la dernière guerre, on a besoin de se relever. Oui, c'est vrai, on a besoin d'un chef d'État fort, mais là, tu vas trop loin quand même. Là, stop, on s'arrête, c'est du délire, quoi. » Je pense par exemple à ceux de la Rose Blanche, d'accord, Hans et Sophie, etc., etc. Donc, même si Durkheim parle d'un processus qui existe, c'est vrai, dans les faits, c'est une tendance de l'être humain à être un petit peu impressionné par les personnes qui ont l'autorité morale, ça ne lui enlève pas du tout sa liberté. Ça ne lui enlève pas sa liberté, ça ne lui enlève pas la capacité de réfléchir à ses actes, etc., etc., etc. D'accord? C'est ça le gros problème en fait du texte, c'est à quel moment l'homme est libre? Dans tout ce que nous dit Durkheim, à quel moment l'homme reste libre? Et en capacité d'analyser ce qu'on lui dit. Parce que là, quand il dit nous obéissons parce qu'il déclenche en nous une énergie psychique, et pas parce que nous sommes d'accord avec ce qu'il nous dit, c'est problématique. Ok? C'est ça qu'il fallait voir. Maintenant, le plan d'explication de texte, c'est assez basique. C'est assez basique. C'est quasiment toujours la même chose. Analyse de la partie 1, d'accord? Donc, je vais expliquer le texte. Expliquer, c'est pas paraphraser, donc il fallait faire attention. Expliquer le texte, et ensuite, je vais apporter une critique à ce qu'il nous dit. Bah voilà, ici, il nous dit ça, mais on pourrait rétorquer que. Ou à l'inverse, il nous dit ça, mais c'est vrai que dans l'histoire, il s'est passé ça. Donc, quelque part, peut-être que sa thèse a du crédit. Et ensuite, continuer à amener ses arguments, d'accord? Mais en respectant l'ordre voulu par l'auteur. Parce que si l'auteur procède comme ça, c'est qu'il y a une raison derrière. Voilà. C'était pas un texte très difficile. Oui, ça, voilà, c'était les problèmes posés par le texte. La rationalité est méprisée. C'est vrai que Durkheim, concrètement, il passe à côté de la rationalité de l'homme. La liberté est niée. Et l'homme, il est nié aussi que l'homme puisse prendre conscience de l'ascendant qu'on a sur lui. Et heureusement qu'on peut prendre conscience de l'ascendant que quelqu'un exerce sur nous, parce que sinon, on ne pourrait jamais se sortir des manipulateurs. Hein. D'accord? Voilà, c'est tout bon. Il y a des questions là ou... Non, apparemment, pas de questions. Je pense que je peux terminer. Ok, écoutez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Pas de panique si vous avez l'impression d'avoir rien mis du tout de ce que je vous ai dit, parce que, encore une fois, c'est une proposition de correction, d'accord? On pouvait faire appel à d'autres auteurs, on pouvait présenter les choses différemment. Maintenant, encore une fois, il y a des éléments stables. Il fallait vraiment avoir problématisé. Dans tous les cas, que ce soit les dissertes ou l'explication de texte, il fallait avoir montré à l'auteur que la réponse n'était pas évidente. Et il fallait avoir expliqué pourquoi. Ça, c'est déterminant dans votre note. Le reste, on va dire que c'est un petit peu subjectif parce que la question « peut-on être insensible à l'art ?» ça vous fera peut-être penser à je sais pas moi, tel fait, telle donnée, telle idée, tel auteur, et puis ça fera penser à autre chose à l'autre. Mais tous les deux seront pertinents. Donc pas de panique, si vous n'avez pas mis exactement ce que moi je vous ai proposé, c'est pas grave, d'accord? Ce qu'il faut, c'est avoir bien problématisé, avoir proposé un plan cohérent, et ne pas avoir oublié d'avoir défini les termes.
En tout cas, bon courage pour la suite de vos épreuves. N'hésitez pas à venir voir tous nos corrigés sur DigiSchool et allez les bleus.